Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Martin Scorsese qu'on attend depuis longtemps puisque le dernier film de Martin Scorsese était était sorti sur la plateforme Netflix en 2019, donc il y a déjà 4 ans. C'était The Irishman, c'était la confrontation historique entre Al Pacino et Robert De Niro. Et il y avait eu une frustration assez terrible à cette époque-là parce qu'en fait, Martin Scorsese n'avait pas pu sortir son film dans les salles, n'avait pas pu le distribuer. C'est-à-dire qu'une star comme lui d'Hollywood en était réduit en quelque sorte à proposer en streaming, voilà, sur une plateforme vidéo. Et là, on est face à une entreprise, Apple TV notamment, qui produit des films et qui a une plateforme vidéo, mais qui a joué le jeu, cette fois-ci, de la distribution en salle. Donc là, on voit qu'on est dans une perspective un peu positive depuis l'immense succès de Top Gun Maverick, Top Gun 2 au cinéma il y a un an, à l'été 2022. C'est-à-dire que à nouveau, les grands studios et les studios même de plateforme comme ça jouent le jeu, jouent la carte de la distribution dans les salles de cinéma, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ce qui peut nous faire dire que, voilà, on avait annoncé la mort du cinéma dans les années 60 avec la télévision, on avait annoncé la mort du cinéma il y a quelques années avec Netflix et les plateformes, et finalement on voit que le cinéma et l'expérience unique dans la salle de cinéma survit finalement à toutes les crises, et ça c'est une assez bonne nouvelle. Alors pour venir à ce nouveau film de Scorsese, avec donc à nouveau Robert De Niro dans le rôle, cette fois-ci non pas confronté à Al Pacino mais à Leonardo DiCaprio, euh, on est face à un nouveau film qui s'appelle Killers of the Flower Moon, qui est adapté d'un roman, enfin plutôt d'un livre historique, ce qu'on appelle la non-narrative fiction, qui avait le même titre, hein, traduit en français sous le titre La Note américaine. Un livre écrit par David Gran, qui est journaliste au New Yorker, qui raconte en fait dans les années 20 et les années 30, surtout dans les années 20, 1920, au XXe siècle, les meurtres dont étaient victimes les membres de la communauté amérindienne, les Osages, qui étaient très riches parce qu'en fait leurs terres recelaient une grande richesse pétrolière, hein, des champs de pétrole. Et ce nouveau film est là-dessus. Alors, que penser de ce film? Euh, Clairement, pour moi, c'est un sommet du cinéma de Scorsese. Alors après, pour être honnête, Scorsese déçoit très rarement. C'est évidemment un immense réalisateur, c'est un des très grands derniers réalisateurs avec Spielberg. Et ce qu'il y a de fou, c'est de voir à 81 ans, il arrive encore à renouveler son cinéma parce que euh, ce cinéma est nouveau, je trouve. Ce film, dans la manière de tourner, de filmer, réinvente le cinéma de Scorsese. Alors apparemment, il s'est pas mal inspiré de nouveaux réalisateurs, d'un film comme Midsommar, par exemple, dans le rythme, dans la lenteur, parce que c'est un film qui dure plus de 3h30 hein, quand même, alors qu'on ne voit pas passer, hein, vraiment quand vous regardez le film, on a l'impression que le film a duré 1h30, hein. C'est une très grande réussite sur le plan du rythme et de la narration. Euh, et surtout, ce qu'il y a de fascinant dans ce film, c'est qu'on pourrait le résumer comme étant une réécriture de Faust au pays des Indiens, quoi, des Amérindiens. Puisque ça va être l'histoire donc de Leonardo DiCaprio, qui est un, un Américain qui revient de la Grande Guerre, de la guerre 14-18, qui est un peu traumatisé et qui va trouver un emploi à une femme par l'intermédiaire de son oncle, joué par Robert De Niro, qui se présente comme un philanthrope, qui est un peu le notable en fait de la région et qui est se dit être humaniste, qui dit adorer les Indiens, etc., mais dont on découvre très rapidement qu'il est une ordure, absolument, et qu'il manigance en fait des assassinats pour capter, en fait, pour capturer la fortune des Amérindiens, qui est liée
et qui est produite par l'exploitation des champs de pétrole. Et De Niro est absolument fascinant dans ce rôle, euh, parce qu'il incarne une figure du mal. C'est une figure qui fait penser à Méphistophélès, hein, puisque clairement on peut être face à on peut voir ce film comme une réécriture de Faust, dans le sens où on aurait Méphistophélès qui proposerait un marché à DiCaprio, puisque à la fois il lui propose la richesse et puis l'amour, parce que De Niro joue finalement l'entremetteur et va faire en sorte que son neveu, DiCaprio, se marie à une riche héritière osage, hein, c'est-à-dire amérindienne, qui possède une fortune considérable liée à l'exploitation des champs de pétrole. Donc on est face réellement à une réécriture de Faust, avec De Niro dans ce personnage de Méphistophélès, mais qui est incroyablement inquiétant parce qu'il n'y a pas une once de sadisme en fait dans ce personnage. C'est le mal incarné, mais c'est la banalité du mal, comme l'aurait dit Hannah Arendt. C'est-à-dire ce mal qui est sauvage sous les atours de la civilité, de l'urbanité, de la civilisation et de la philanthropie. Donc évidemment, c'est un film aussi sur l'hypocrisie, sur les faux-semblants, sur les apparences. De Niro est incroyable de maîtrise, de virtuosité. Enfin, il n'incarne pas un méchant, un antagoniste qui va provoquer de la fascination pour le mal. C'est la banalité du mal. Voilà. Mais c'est d'autant plus effrayant en fait, parce qu'on ne sait pas si ce personnage est réellement... enfin, il est maléfique, mais on ne sait pas s'il... On n'a pas l'impression qu'il prend plaisir, ni même qu'il prend conscience de son caractère maléfique, ce qui est d'autant plus effrayant en fait, parce que tous les actes les plus monstrueux qu'il peut accomplir, ou faire accomplir aux autres, euh, il semble les faire avec le naturel le plus absolu, ce qui est d'autant plus inquiétant. Face à lui, on a Leonardo DiCaprio qui joue une partition d'acteur peut-être moins spectaculaire, mais d'autant plus impressionnante parce que il joue en fait une autre figure du mal, qui est le mal inconscient, mais le mal imbécile en fait. Le mal par la faiblesse. C'est quelqu'un qui se laisse manipuler, mais qui commet quand même les crimes. Donc il ne s'agit pas pour Scorsese d'innocenter ce personnage, parce que c'est un criminel. Mais ce n'est pas la même figure que celle jouée par DiCaprio, par De Niro. C'est un abruti, hein, clairement, il faut dire les choses. C'est quelqu'un d'assez limité et qui se laisse manipuler par son oncle. Et à un moment, tout de même, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Alors, comme d'habitude, hein, c'est une vidéo avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez arrêter là la vidéo et la reprendre plus tard. Mais voilà, je dévoile la fin du film. À la fin, bon, il y a un procès. De Niro, enfin le personnage joué par De Niro va en prison, et le personnage joué par DiCaprio aussi, mais le personnage joué par DiCaprio a des remords. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'apparition et la prise de conscience morale. Donc la notion du bien et du mal qui apparaît, ce qui le différencie de son oncle, justement. Et là, on retrouve un thème qui est très cher à Scorsese, qui est né dans une famille de catholiques, hein. C'est la morale, le bien, le mal. Ce n'est absolument pas un cinéaste relativiste, ce n'est pas un cinéaste moralisateur non plus, mais c'est tout de même un cinéaste moraliste, dans le sens où, chez Scorsese, il y a toujours cette tragédie du bien et du mal, cette ambivalence du mal et du bien dans chaque individu, et celle qui va être témoin de cela, qui incarne presque une figure un peu mariale, qui peut faire penser un peu à une sorte de Vierge Marie, d'ailleurs elle a un visage, elle est filmée un peu comme une Madone de la Renaissance. C'est l'épouse de DiCaprio, cette femme amérindienne qui vit un martyre absolu, une souffrance inouïe, puisque
toute sa famille est décimée par son mari et par des personnes qui au début, elle pense que ces personnes-là lui veulent du bien, et alors qu'en fait, elle s'aperçoit lors du procès, avec ces magnifiques scènes de procès, parce que ce film réinvente aussi le film de procès, euh, elle découvre, en fait, il y a tout sa candeur, son innocence qui s'effondre. Et loin d'être abattue, elle survit à ça avec beaucoup de dignité. Et finalement, le bien triomphe, quelque part, la justice triomphe. Euh, c'est en cela que ce film n'est absolument pas relativiste. Et ça mérite d'être souligné tout de même, parce que c'est l'un des thèmes qui court dans toute l'œuvre de Scorsese, hein, cette espèce de, de paysage catholique, on pourrait dire comme ça, qui imprègne son cinéma. Euh, c'est une référence qu'on pouvait voir d'une manière flagrante dans un autre grand film qu'il avait fait en 2017 qui s'appelait Silence, qui était un film que je vous encourage à regarder, qui était sur les missionnaires catholiques au Japon au XVIIe siècle. Voilà. Donc, que penser de ce film? Moi, je vous encourage à aller voir ce film. Alors, certes, il dure 3h30, donc il faut prévoir dans votre emploi du temps une plage horaire importante. Évidemment, allez le voir en version originale, en VO, puisque ne pas le voir en VO, bah, c'est enlever 50% de l'intérêt du travail des acteurs. Et c'est fou de voir que Scorsese nous propose du cinéma, et c'est fou de constater qu'il arrive à se renouveler encore à 81 ans. C'est très enthousiasmant, c'est très encourageant. Et voilà, donc merci Monsieur Scorsese pour nous avoir proposé ce beau moment de cinéma. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.